Salut tout le monde, voilà une vidéo sur les meilleures anecdotes des séries que j'ai déjà traitées en vidéo. C'est pour dire bienvenue aux nouveaux arrivants, car se taper sans vidéo c'est peut-être un peu long. Et pour ceux qui les ont déjà vus, eh bien ça vous rafraîchira la mémoire. Le Tonnerre Mécanique est une super moto high-tech munie d'un laser, de mitrailleuse et de roquettes pour ses armes, et d'un super saut de suspension variable d'un hyperboost, qui ne peut être activé que par Norman Tuttle depuis son poste de commande. Et il lui permet d'atteindre les 500 km/h, il a des aérofreins pour s'arrêter en 2 mètres, et grâce au talent de pilote de Jesse Mack, il arrivera à faire des loopings en combinant le super saut et l'aérofrein. Pour la série, ils ont utilisé 3 modèles de motos différentes. Une Honda XL500S de 1983 pour l'épisode pilote, 3 Honda XR500 de 1984 pour les plans rapprochés, et 11 Honda CR250 de 1984 pour faire les cascades. La moto de l'épisode pilote a été imaginée par le designer Andrew Prober, qui a déjà travaillé sur Supercopter, Star Trek et beaucoup d'autres choses. Et ce sera Jane Wingfield qui aura la tâche de construire les motos. Ron Cobb a redesigné la moto pour les autres épisodes. Toutes les pièces des motos étaient moulées en fibre de verre, ce qui compliquait énormément les tournages car les pièces se détachaient à la moindre cascade ou prise de vitesse trop élevée. Les 2 équipes de tournage étaient obligées de se coordonner pour pouvoir effectuer les réparations sur les motos et poursuivre les tournages. 6 motos se tenaient toujours prêtes avec l'équipe des cascadeurs. Il y avait un magasin de pièces qui se trouvait à 5 km des studios et c'est eux qui s'occupaient de fournir les roues et les cadres pour les motos de cascade. Et c'est Wingfield Special Project à Canogag Park qui faisait toutes les pièces en fibre de carbone. Et comme un abonné me l'a fait remarquer sur l'ancienne vidéo, en commentaire, la moto a été inspirée de celle qu'utilisait James Bond dans Jamais plus jamais. D'après Jeff Remick, le créateur de la série, Frank Lupo, recevait beaucoup de critiques de la part de la chaîne de diffusion CBS. Eux voulaient que soient retirés tous les trucs qui faisaient japonais de la série, ce qui va à l'encontre de son principe. Et l'acteur, lui, a dit qu'il s'était battu pour que le développement de son personnage se concentre plus sur son passé et sa mythologie. Et pour la saison 2, il voulait qu'elle devienne bien plus sombre que ce qu'elle n'est. Mick ne voulait pas que la série devienne une énième série d'action hollywoodienne avec quelques soupçons de Japon dedans. Lui, il voulait rendre hommage à cette culture, être précis, parler un japonais correct et sans accent. Et il a lu le Bushido pour retranscrire ça le mieux possible à l'écran. Et il a aussi subi un entraînement intensif pour jouer ce rôle. Mais la série s'est éloignée de son intention de départ, à cause de CBS, et le fait qu'elle ait une ambiance mal définie. Le jour, c'est alerte à Malibu, avec des filles en maillot partout, et quand la série passe de nuit, elle devient sombre, avec presque que des histoires de vengeance familiale bien compliquées. Les 2 personnages principaux, avec un héros quasi invincible et Lee Major en comic relief, n'a pas su convaincre, et la chute d'audience ont fait annuler la série. Et au vu du générique de la série et de son lieu de tournage, c'était pas gagné de lui donner un côté sombre. Et d'ailleurs, l'insertion des filles dans les images du générique renvoie vraiment pas à l'ambiance de la série. Ça fait plus penser au dessous de Palm Beach qu'à une série avec un ancien ninja. L'acteur Jeff Remick était très engagé dans la série. Il a développé plusieurs de ses propres scènes de combat, il est pratiquant d'aïkido et de taekwondo. Il n'était pas seul à les chorégraphier, Billy Blanks, un acteur et un pro des arts martiaux, a aussi chorégraphié des scènes de combat pour la série. La série a été classée 15e sur 50 des pires séries télé, selon le magazine télé américain TV Guide. Mais en France, elle a connu un succès fou. Toutes les rediffusions avaient de très bons taux d'audience. Dans l'émission La Une est à vous, les téléspectateurs pouvaient choisir un programme en téléphonant à la chaîne. Et à chaque fois que Manimal était proposé, elle gagnait. Et les appels étaient beaucoup plus nombreux. Au vu de ce succès, une société de production française avait envisagé de racheter la série avec le casting original. Hélas, ça n'a jamais pu aboutir. Jonathan Chase fera un crossover avec la série Nightman de 1997, qui est inédite en France, et on y apprend qu'il a une fille et qu'elle a les mêmes pouvoirs de transformation que son père. Mais dans cette série, les transformations ont été faites en CGI, et il n'y a pas de maquillage. L'épisode 4, La Femme Louve, est identique à l'épisode 11 de la série Le Magicien, enfant ou animal. Et c'est aussi le cas pour l'épisode 16 de Caraïbes Offshore, Espèce menacée. L'épisode 5, Un enjeu d'importance, voit aussi son scénario repris encore là dans Le Magicien, le cheval travesti, l'épisode 6. Et elle était produite en même temps que Ottoman, ce qui fait que l'épisode 2, Illusion, de Manimal, a des scènes reprises à l'identique dans l'épisode 3, Le maître du jeu d'Ottoman. On voit même Jonathan Chase en arrière-plan d'une scène d'Ottoman. C'est en grande partie à cause de Douglas Schwartz, qui a été scénariste sur les 3 séries. Il a fait un peu beaucoup de recyclage, leur première utilisation reste quand même au crédit de Manimal. Pour jouer le personnage de Jonathan Hart, Spelling et Goldberg ont d'abord choisi Gary Grant. Mais il était en retraite, il avait 75 ans à l'époque du casting, et il ne voulait plus jouer.
Ils se sont donc rabattus sur un acteur plus jeune avec le même style, et personne d'autre n'a vraiment été envisagé. Ils ont vite fait penser à George Hamilton, mais Aaron Spelling a dit que les téléspectateurs ne l'aimeraient pas dans le rôle d'un riche. Après ça, il y a eu des rumeurs comme quoi Robert Wagner a été pris par Aaron Spelling car ils étaient en procès. L'affaire était nommée le Angel Gate. Robert Wagner et sa femme Natalie Wood avaient investi de l'argent dans la série Charlie Angels. Mais d'après eux, Aaron Spelling a utilisé l'argent pour autre chose. Et quand Robert Wagner a été pris dans la série, bizarrement, Wagner a abandonné toutes les poursuites, donc la rumeur court que Spelling l'a pris à condition qu'il lève la plainte contre lui. Pour le rôle féminin, la chaîne ABC et Sidney Sheldon voulaient que Natalie Wood, la vraie épouse de Wagner, joue le rôle de Jennifer. Mais Wagner a refusé. Pour lui, c'était une mauvaise idée. Et elle a juste eu le droit à un caméo dans l'épisode pilote. La série était à la base prévue pour être un reboot de la série The Rookie de 1972. Le créateur de Hooker avait déjà travaillé dessus, avec les mêmes producteurs Aaron Spelling et Leonard Goldberg. Et le titre choisi pour cette nouvelle version était The Protector. C'est après le pilote qu'ils ont pris la décision de mettre le personnage de William Shatner en tête d'affiche et de donner le nom du perso à la série, T.J. Hooker. Ce qui veut dire en argot vulgaire, prostituée. Mais ce n'est pas que pour ça qu'ils ont choisi ce nom. C'est aussi un hommage au général de l'Union de la guerre civile Joseph Hooker, surnommé Fighting Joe. Et c'est surtout inspiré d'un vrai flic, Thomas Warren Hooker, un policier d'élite qui a été traumatisé dans sa vie professionnelle et aussi personnelle. Il a perdu son coéquipier tué en service et le divorce de sa femme qui ne supportait plus son métier. Il a arrêté des centaines de malfrats dans sa carrière et c'était un enquêteur hors pair. Il a fini assassiné par sa nouvelle femme et à sa mort, Rick Husty a envoyé ses condoléances à la famille. Et il précise qu'il avait changé les lettres de TW à TJ pour brouiller les pistes sur la véritable identité de Hooker. La série est donc un spin-off d'Highlander. Amanda est apparue dans 20 épisodes de cette série. Sa première apparition était dans l'épisode Lady and the Tiger ou, en français, double jeu, le 18 de la saison 1. On apprend qu'elle est une ancienne conquête de Duncan MacLeod, jouée par Adrian Paul. Adrian Paul commençait à en avoir marre de jouer dans la série Highlander et voulait l'arrêter avant que le rôle ne soit plus dissociable de sa personne, ce qui est un peu arrivé. Alors la prod s'est posé la question de savoir quoi faire après. Peter S. Davis et William N. Panzer se sont dit « Et si on faisait une série avec une femme immortelle ?» Donc, dans la dernière saison de Highlander, ils savaient que Adrian Paul ne voulait jouer que dans 6 épisodes sur les 13 que comporte cette saison. Donc, ils ont intégré leur femme immortelle aux épisodes qui serviraient de transition avec la future série, nommée Raven en VO. D'ailleurs, le premier titre qui avait été choisi était Raven on the Wolf, mais ça a été refusé par la prod française. Et ce n'est pas Elizabeth Grayson qui devait avoir ce rôle. Ils pensaient mettre un nouveau personnage à la place. Ils ont organisé un casting avec une trentaine d'actrices qui étaient déjà passées dans Highlander sur différents rôles. Ils en ont retenu 7, mais aucune ne convenait. Et ils se sont dit, et si on le faisait avec Elizabeth Grayson et son personnage d'Amanda. En plus, elle avait changé de coiffure. Elle avait une coupe atypique, aux cheveux courts rasés et blonds, et ça donnait un style qu'ils trouvaient bien pour le personnage. La série a subi le même traitement que Amicalement Vôtre en France. C'est-à-dire que les doublages ont été sublimés par la voix de Jacques Balutin, qui faisait Starsky, et par Francis Lax, qui faisait Hutch. Ils ont laissé libre cours à leur interprétation pour rendre la série encore meilleure que sa version originale. Au début du projet, la série s'appelait Nightworks, et les deux flics travaillaient de nuit, d'où le titre. Mais Fred Silverman, un responsable de chez ABC, demanda que l'action se passe plutôt le jour. Et pour trouver l'acteur qui jouera le rôle de Starsky, plus de 80 comédiens ont été auditionnés. Ce qui a fait la différence pour Paul Michael Glaser, c'est que lui a joué sa scène d'interrogation pour son audition avec des involtures en mangeant des cacahuètes. Alors que quasiment tous les autres acteurs ont eux joué la scène de manière forte. Ce qui a plu à Ron Spelling, le producteur, et Barry Shear, le réalisateur. Avant de trouver le nom de nos héros, William Blinn a pas mal cherché pour Starsky. Il s'est inspiré du surnom du joueur de foot américain de son université. Et pour Hutch, il a testé des noms en suivant l'ordre alphabétique jusqu'à tomber sur un nom en H qui lui plaisait. La série est un spin-off du film australien réalisé par Michael Jenkins, sorti en 1993, The Heartbreakers Kid, qui lui-même est une adaptation d'une pièce de théâtre de 1987 de Richard Barrett, où c'était une histoire d'amour entre un prof et un élève. Et Alex Dimitriade, qui a joué dans le film, reprendra son rôle dans la série, mais son nom de famille a été changé. Pour les autres acteurs, ils reprendront directement leur rôle sans changement, comme Scott Major qui joue Peter Rivers au tout début de la série.
Catherine Hallyday en Rose et Nico Lantouris en George Poulos. Pour Doris Younan qui joue Edvokia dans le film, prend un nouveau personnage dans la série, nommé Yola Fatouche. Et les personnages de Soonsgate joué par William McLean et Costa joué par Fonda Goniadis dans le film sont également repris dans la série, mais pour eux, c'est les acteurs qui seront remplacés. William McLean par Tommy Martin et Fonda Goniadis par Salvador Coco. La série créée par Ben Gaddon et Michael Jenkins a duré 6 ans sur cette saison, mais en plein milieu, il y a eu un changement de chaîne. Elle était diffusée de base sur Network 10 de 1994 à 1996, puis elle est passée sur ABC Australie de 1997 à 1999. Et comme souvent dans ce genre de cas, la majorité du casting est passée à la trappe. Seule Katharina, jouée par Ada Nicodemus, gardera son rôle dans la série. Lucy Lawless a joué plusieurs personnages différents dans la série et les téléfilms. Son premier rôle était Lycia dans Hercule et les Amazones en 1994. Elle a joué 2 fois Lycia dans la série, et bien sûr Xena aussi dans la série. Pour Karl Urban, il jouera aussi plusieurs rôles, celui de Cupidon, mais les autres seront dans la série Xena. Il y jouera Jules César, Maël et Gore, et bien sûr Cupidon. Bruce Campbell, qui est l'acteur fétiche de Sam Raimi, le producteur de la série, a eu l'occasion de tourner 7 épisodes d'Hercule, et il a aussi joué le rôle d'Autodicus. Et son collègue Michael Hurst, qui jouait Aeolus, a lui réalisé 6 épisodes, et Kevin Sorbo en a réalisé 2. Et il a aussi écrit le scénario de l'épisode Hercule, 2 hommes et un bébé. Et un autre acteur, Brian Thompson, a auditionné pour le rôle d'Hercule. Il a même été retenu dans les derniers, mais il n'obtiendra le rôle que de Goth le barbare, dans la saison 2, épisode 4. Et dans les scènes où il se battait avec Kevin Sorbo, il le frappait réellement, car il était jaloux de ne pas avoir eu le rôle d'Hercule. Et Kevin s'en est même plaint au producteur. À la base, pour le rôle de Ponch, la production cherchait un acteur italo-américain. D'ailleurs, il ne s'appelait pas encore Ponchorello, mais Ponchorelli. Ils l'ont changé après avoir pris Eric Estrada, et pour bien incarner son personnage d'officier de patrouille, il a suivi une formation à la California Highway Patrol Academy. Il a aussi dû passer son permis moto avec des cours accélérés en 8 semaines. Et c'est seulement en 2007 qu'on a appris, lors d'un tournage d'une émission de télé, Back to the Greens, qu'il n'avait pas réussi à obtenir son permis moto à temps. Il a raté 3 fois l'examen, et il a donc fait tous les débuts de la série sans son permis moto. Le nom de la série Chips a été modifié du vrai mot d'argot Chippies, qui était très peu utilisé. C'est un mot qui venait des années 50 pour parler des motards de la police. Mais la chaîne de télé ne voulait pas l'utiliser. Et évidemment, il est revenu à la mode à cause de la série. La série a pris une grosse liberté avec la réalité des officiers de Californie. En vrai, ils sont toujours seuls. Là, la série brode l'histoire que Ponch est en période probatoire pour justifier qu'ils soient 2. Mais une fois la période terminée, ils continueront à être 2 et la série ne le justifiera pas. Et d'ailleurs, plus personne ne le mentionnera. Et un autre petit détail sur l'équipement n'est pas conforme, on voit une petite pochette triangulaire dans le dos qui est plus ou moins dissimulée par les étuis qu'ils ont à leur ceinture. En fait, à l'intérieur, il y a les batteries de leur micro qui servent à enregistrer leur dialogue. Je pense que seuls les vrais agents ont dû remarquer ce genre de petits détails. Charlie Brill a vu son nom être au générique seulement à la saison 6. Mitzi McCall, qui joue sa femme dans la série, est sa vraie femme dans la vraie vie. Ils sont mariés depuis les années 60. Avant d'incarner ces personnages-là, ils étaient passés dans la saison 2 avec des rôles différents, Marion et Sylvia. Plusieurs acteurs de la série ont eu l'occasion de passer derrière la caméra à la réalisation d'épisodes, comme Mitzi Capture, qui en a réalisé 2, Rob Est, lui, en aura fait 3, comme Chris Potter, et Janet Gund en aura fait un seul. Dans la première saison, Rita souffre de mal de tête assez grave, causé par un saignement dans le crâne. Mais cette partie du scénario sera tranquillement supprimée des histoires de la série, et ne sera même plus mentionnée dans les autres saisons. Rob Est voulait arrêter la série en fin de saison 3. Après avoir renégocié son salaire, il a continué la série pour une saison 4, mais Rob Est et Misty Capture ont quitté la série au cours de la saison 5. Rob à l'épisode 12, car il voulait prendre d'autres rôles pour sa carrière. Son personnage sera tué dans la série. Misty Capture, elle, partira à l'épisode suivant, le 13, où elle était enceinte dans la vraie vie et elle voulait se consacrer à son enfant. Ce qu'ils ont intégré dans la série, et dans les épisodes, il est dit qu'elle arrête à cause du chagrin que la mort de Lorenzo a provoqué. La série a eu une production plutôt chaotique. Beaucoup de disputes ont éclaté entre les acteurs et NBC, et les producteurs, qui ont changé entre les saisons. Et ils ont même connu un tremblement de terre qui n'a pas aidé à la bonne ambiance. Roy Schneider détestait le scénario de la saison 2, qui abandonne le côté réaliste des recherches scientifiques, pour partir complètement dans la science-fiction, que Schneider qualifiait
d'enfantine et complètement nul, comparé à ce que faisait une série comme Star Trek. On y retrouve des monstres, des extraterrestres, de la parapsychologie, le voyage dans le temps, un ver géant cracheur de feu, un crocodile préhistorique, et même un ancien démon et le dieu romain Neptune. Il a carrément demandé l'annulation de son contrat. NBC y était un peu obligé car ça ne respectait plus ce pourquoi s'était engagé Schneider. Mais ils l'ont quand même obligé à apparaître dans 3 épisodes de la saison 3. La série avait pourtant de bonnes audiences en saison 1 et plaisait au public. Mais comme souvent, les chaînes n'apprennent pas de leurs erreurs et on change trop de choses en saison 2. Ce qui a fait baisser les audiences et malgré le changement d'acteur principal pour Michael Ironside, en tant que capitaine Oliver Austin, rien n'y a fait. La série dégringole et elle est annulée précipitamment au milieu de la 3e saison. L'hélico supercoptère, surnommé Lady, créé par le Dr Moffat, peut voler à des vitesses supersoniques, grâce à son système de rotor à tambour à double turbine, capable de le propulser à la vitesse de 560 km/h en vol normal, et Mach 2 à pleine vitesse. Il a coûté plus d'1 milliard $, et il peut effectuer des manœuvres spéciales comme des loopings et des tonneaux. Il est possible de le ravitailler en vol, il monte à une hauteur de 3000 mètres d'altitude et avec sa cabine pressurisée, il atteint même les 30 000 mètres. Tout ça sur un rayon d'action de 1500 km. Niveau armement, il est bien équipé, avec 2 canons de 30 mm, 4 mitrailleuses de 12 mm, divers types de missiles à guidage laser, des flares pour sa défense et un mode furtif en saison 4. Il aura même un laser et, cerise sur le gâteau, il peut effectuer des frappes nucléaires. En vrai, Supercopter est un hélicoptère de type Bell 222 civil, construit par la société Bell Helicopter, que Donat P. Belisario a choisi pour son design élégant. Les modifications de son apparence ont été faites par Andrew Probert, de Jetcopter Inc., société spécialisée dans les tournages aériens et située sur l'aéroport de Van Nuys en Californie. Ils se seront inspirés de l'hélico militaire AH-1 Cobra et AH-64 Apache. Il a fait tous ses tests sur une réplique grandeur nature qui servira plus tard au tournage des scènes au sol et des armes. Ils l'ont peint en noir et gris perle dessous pour lui donner un air d'orque ou de requin selon les traductions que vous avez. Toutes les modifications extérieures sont faites avec des plastiques et de l'aluminium et de la fibre de verre. Ils ont utilisé ces matériaux légers pour garder les caractéristiques techniques au plus près de la version originale. Et les vitres teintées servaient à cacher le vrai cockpit intérieur de l'hélico, qui n'existe que dans sa version studio à l'échelle 1. Dans l'hélico qui sert aux scènes de vol, ils ont gardé le cockpit original, évidemment. Entre le pilote et la série, les noms des héros principaux changent. Anthony Dorian dans le pilote devient Anthony Blake dans la série, et Jerry Wallace dans le pilote devient Jerry Anderson. La raison de ce changement était qu'un vrai magicien, nommé Anthony Dorian, existait en Amérique. Par contre, aucune raison n'a été donnée pour le changement de Jerry Anderson. Bill Bixby réalisait lui-même ses tours de magie, ce qui compliquait énormément le tournage des épisodes. Il ne voulait pas utiliser de trucage vidéo pour les tours et donc refaisait des prises jusqu'à ce que tout soit réussi parfaitement comme il le voulait. Et il était aidé par un magicien américain, Mark Wilson. La grève des scénaristes de 1973 a amené un remaniement complet au milieu de la série. Dans cette deuxième partie, l'histoire se passe au Magic Castle, situé à Hollywood. L'avion fut abandonné car il coûtait trop cher en carburant, et l'acteur Kenny Curtis disparaît. Les enquêtes devenant beaucoup plus classiques, elle entraîna l'arrêt de l'émission, car elle ne trouva jamais son public. Voilà, les anecdotes sont finies, j'espère que cette petite vidéo de rappel vous a plu. J'en ferai quelques-unes, comme ça rafraîchira la mémoire. Et tous les liens des vidéos sont dans la description, évidemment. Sinon, n'oubliez pas tous les trucs de YouTube, les abonnements, les partages, la cloche, les pouces. Et moi, je vous dis à plus pour une autre vidéo inédite cette fois. Bye bye!